Mes parents n'ont pas baissé la voix quand ils l'ont dit. Le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère, c'est que tu disparaisses de cette famille pour toujours. Ils l'ont dit à la table où j'avais passé des mois à planifier chaque détail de sa journée parfaite. Mon frère, Julien, ne m'a pas défendu. Ma mère, Valérie, n'a pas scié. Mon père, Philippe, a juste plié sa serviette comme si la conversation était close. Je n'ai pas supplié. Je me suis levée, je suis sortie dans la nuit et j'ai senti quelque chose se briser en moi pour enfin me libérer. Le lendemain matin, leur mariage de rêve s'effondrait déjà. Avant de vous raconter comment tout a basculé, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire et abonnez-vous pour qu'on se retrouve ici chaque jour pour d'autres récits comme celui-ci. Je m'appelle Manon Lemaire et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté était synonyme d'amour. Dans notre maison à Orléans, cette croyance m'a occupée à régler des problèmes que personne ne reconnaissait, à combler des vides pour lesquels personne ne me remerciait et à porter un poids dont ma famille niait l'existence. De l'extérieur, nous avions l'air stable. Une petite épicerie familiale, une maison bien tenue, un fils devenu avocat et une fille qui donnait un coup de main. Mais à l'intérieur, tout tournait autour de mon frère, Julien. Ma mère avait une façon de le louer qui remplissait chaque pièce. Elle rayonnait quand il parlait d'affaires qu'il avait à peine gagnées, se vantait de ses heures facturables et traitait chaque accomplissement mineur comme une fête nationale. Mon père reflétait son contentement silencieux et approbateur, laissant Julien présider chaque conversation. J'avais l'habitude de me fondre dans le décor pour préserver la paix. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Des années avant le désastre du mariage, j'ai eu la chance d'obtenir un contrat de marketing d'une valeur de 40 000 €. Cela aurait lancé ma carrière, m'aurait poussé vers l'indépendance dont je rêvais. Mais c'est le mois où notre épicerie a commencé à couler. Les factures s'empilaient, les rayons se vidaient et la peur dans les yeux de mes parents m'a ramené directement dans leur orbite. J'ai annulé le contrat le jour même où ma mère m'a appelé en pleurant. J'ai passé des nuits à concevoir des flyers, à enregistrer des publicités radio et à convaincre les fournisseurs de nous donner juste un peu plus de temps. J'ai créé une campagne sur les réseaux sociaux qui a doublé notre fréquentation en quelques semaines. Et quand le magasin s'est enfin stabilisé, quand la panique a quitté le visage de mes parents, j'ai vraiment cru, peut-être pour la première fois depuis des années, qu'ils allaient me voir. Mais lors de la réunion de famille, ma mère a joint ses mains comme si elle annonçait une nouvelle royale. Nous avons décidé que Julien reprendrait l'épicerie, a-t-elle dit. Il a l'étoffe d'un chef. Mon père ne m'a même pas regardé quand il a approuvé. Julien n'avait pas levé le petit doigt. Il était à peine entré dans le magasin pendant ces mois difficiles. Et pourtant, c'est à lui qu'on remettait les clés, les éloges, l'héritage. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas assez pour rompre, mais assez pour se fissurer. Cette fissure s'est élargie quand l'organisation du mariage a commencé. Ils n'ont pas demandé si j'avais le temps. Ils n'ont pas demandé ce que ça coûterait. Ils m'ont juste tendu la responsabilité, les délais et le silence qui suivaient chaque fois que je faisais quelque chose de bien. Plus je m'enfonçais dans la planification, plus je réalisais que je ne préparais pas une fête. Je gérais une production bâtie entièrement sur le sentiment que tout leur était dû. Sophie, la fiancée de mon frère, essayait d'être gentille de manière douce et désolée, mais elle n'a jamais empêché Julien d'empiler les exigences sur mes épaules. Et mes parents agissaient comme s'il était tout à fait naturel que je laisse tout tomber pour rendre parfaite la journée de leur fils prodige. J'ai étiré mon emploi du temps de freelance au maximum, calé les appels clients entre les visites de lieux et versé 10 000 € de mes économies dans les acomptes parce que chaque fois que je suggérais un budget, ma mère reniflait comme si j'avais insulté le nom de la famille. Un après-midi, je leur ai montré le projet de faire-part sur lequel j'avais passé des heures. Valérie l'a à peine survolé avant de pointer une minuscule erreur d'espacement. Négligé, a-t-elle marmonné en le rejetant comme si c'était un déchet. Julien a eu un sourire en coin. Du Manon tout craché. Mon père n'a même pas levé les yeux de la télévision. J'ai ravalé la douleur et j'ai continué, ajustant les plannings, renégociant les contrats, trouvant des alternatives moins chères aux caprices coûteux que Julien continuait d'ajouter. Un groupe de musique de luxe, des fleurs importées, du champagne millésimé. Chaque nom que je proposais était accueilli par un lever les yeux au ciel ou un rappel que c'est son seul mariage, Manon.
Le soir, je retrouvais Lucas dans un petit café du centre-ville. Il me regardait m'effondrer sur ma chaise, vidée. Tu as l'air épuisé, disait-il doucement. J'ai juste besoin de passer ce mariage, lui ai-je dit. Peut-être qu'alors ils verront enfin. Ils ne verront rien, a-t-il coupé, sans méchanceté. Tu construis une maison dans un endroit qui ne cesse de la brûler. Ces mots ont résonné longtemps après mon retour à la maison. Le point de bascule est arrivé lors d'une dégustation du menu une semaine avant le mariage. J'avais méticuleusement sélectionné des plats qui correspondaient à notre budget, poulet rôti, salade d'été, des accompagnements simples qui étaient bien meilleurs que leur prix. Mais Julien a repoussé l'assiette après une seule bouchée. C'est fade, a-t-il dit. On a besoin de homard et de vrai champagne, pas de « peu importe ce que c'est ». Ma mère a hoché la tête instantanément. Arrange ça, Manon. Je leur ai rappelé que j'avais déjà payé les acomptes, que ces changements multiplieraient le coût. Julien s'est penché en arrière, le regard froid. Arrête de faire des économies de bout de chandelle. Débrouille-toi. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas une fissure, pas un glissement, mais une rupture nette. Le lendemain, Julien a posté sur une page communautaire locale « Ma sœur gâche notre mariage avec sa paresse et ses choix radins ». Les commentaires ont afflué, des voisins que j'avais aidés pendant des années me traitant d'égoïste et de dramatique. C'est à ce moment-là que les braises en moi se sont transformées en chaleur. Pas encore de la rage, juste une chaleur, constante, grandissante. Le soir où tout a craqué n'a pas été bruyant. Ça n'en avait pas besoin. La tension autour de la table était à couper au couteau. Ma mère avait fait du poulet rôti, le même repas qu'elle faisait pour chaque soirée importante, mais personne ne touchait son assiette. Julien scrollait sur son téléphone. Sophie triturait sa serviette. Mon père sirotait son vin comme s'il souhaitait être n'importe où ailleurs. J'avais passé la journée entière à jongler avec les appels des fournisseurs, essayant d'empêcher le mariage de basculer dans le vide. J'ai pensé bêtement que ce soir pourrait être le moment d'aligner les attentes, de leur rappeler à tous que je payais la moitié des acomptes avec mes propres économies. Mais à la seconde où j'ai ouvert mon agenda, Julien a bondi. On a besoin d'amélioration, a-t-il dit sans lever les yeux. Omar, meilleur champagne. Et réserve ce photographe de Paris, celui que Sophie aime bien. J'ai refermé l'agenda lentement. Il n'y a plus d'argent pour des améliorations. J'ai déjà payé les acomptes, et le photographe seul coûte plus cher que tout ce qu'on a réservé combiné. Julien a ricané. Tu es toujours si dramatique. Trouve une solution. Ma mère a posé sa fourchette avec un bruit sec. Il a raison, Manon. Pourquoi tu rends les choses difficiles ? Je sentais mon cœur battre dans mes oreilles. Je ne rends pas les choses difficiles. J'ai dépensé 10 000 € de mes propres économies pour couvrir ce mariage. Je n'ai plus d'argent. À court d'options, mon père a enfin levé les yeux seulement pour secouer la tête. C'est le jour unique de ton frère. Ne le gâche pas. Gâcher. Le mot a atterri comme une gifle. Je les ai fixés chacun leur tour, cherchant une lueur de gratitude. Rien. Juste de l'agacement parce que je ne pouvais pas me saigner davantage. Je ne peux pas vous donner ce que vous demandez, ai-je dit doucement. C'est là que ma mère s'est penchée en avant, la voix basse mais tranchante comme un rasoir. Le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère, c'est que tu disparaisses de cette famille pour toujours. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Julien n'a pas réagi du tout. Mon père a plié sa serviette comme si la conversation était simplement conclue. Quelque chose en moi s'est figé. Pas brisé, juste figé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai reculé ma chaise, je me suis levée et je suis sortie. L'air de la nuit a frappé mon visage comme une vérité froide et propre. Je suis allée directement dans ma chambre, j'ai sorti une valise et j'ai commencé à faire mes bagages en silence. Vêtements, affaires de toilette, documents, tout ce qui m'avait appartenu uniquement à moi. J'ai pris mes clés, j'ai marché vers la porte. Quand elle a claqué derrière moi, ça a sonné comme une fin définitive, comme le point final d'une phrase. J'aurais dû arrêter d'écrire il y a des années. La nuit où j'ai quitté Orléans semblait plus froide que d'habitude,
Comme si toute la ville s'était reculée pour me laisser respirer pour la première fois. Je me suis assise dans ma voiture, moteur éteint, fixant mes mains sur le volant. Elles ne tremblaient pas. Elles n'étaient pas crispées. Elles étaient stables, plus stables qu'elles ne l'avaient jamais été dans la maison de mes parents. Le matin, le soleil s'est levé dans un ciel qui semblait trop calme pour ce que j'allais faire. Mais la clarté a une certaine tranquillité, et la mienne est venue avec une liste. D'abord, j'ai appelé le traiteur. Je dois annuler tous les services pour le mariage Lemaire, ai-je dit. Le coordinateur a hésité. Il y aura des pénalités. C'est bon. Rembourser ce qui peut l'être. Libérer la date. Ensuite, la fleuriste. Sa voix s'est adoucie quand elle m'a reconnu. Je suis désolée, lui ai-je dit. Quelque chose a changé. S'il vous plaît, annulez la commande et renvoyez la partie de mon acompte que vous pouvez. Le groupe de musique était plus compliqué. Ils avaient déjà encaissé mon chèque, mais les banques ont des procédures pour les litiges, et j'en ai déposé un avant le déjeuner. À 14 heures, j'avais récupéré presque la totalité de mes 10 000 euros. Pas par vengeance, pas en détruisant quoi que ce soit, simplement en détricotant tout ce que j'avais personnellement cousu ensemble. Mon téléphone vibrait sans cesse, des appels de ma mère, de mon père, de Sophie et finalement de Julien. Je n'ai pas répondu, pas parce que je voulais les torturer, mais parce que le silence était la première limite que je m'étais jamais autorisée. Ce soir-là, je me tenais au centre de mon petit studio, celui où j'avais à peine passé du temps parce que je vivais par devoir familial. J'ai regardé les murs nus, le linge non plié, les notes de projet à moitié écrites sur mon bureau. Pour une fois, le désordre était le mien, et le mien seul. Le lendemain matin, le jour du mariage est arrivé. L'air sentait la pluie, même si le ciel était dégagé. Je ne suis pas allée au lieu de réception. Je ne me suis pas assise dans ma voiture pour regarder de loin. J'ai simplement ouvert ma fenêtre, fait une tasse de thé et laissé mon silence parler pour moi. Mais le chaos m'a quand même trouvé. Vers 10 heures, mon téléphone s'est allumé avec un appel frénétique de Sophie. J'ai laissé sonner. Puis un autre appel, cette fois d'un numéro inconnu. Puis le nom de ma mère. Puis celui de mon père. Finalement, un message vocal. J'ai appuyé sur lecture. Manon. La voix de ma mère claquait de panique. Les fleurs ne sont pas là. La fleuriste dit que la commande a été annulée. Rappelle-les tout de suite. Avant même que le message ne se termine, un autre a commencé. Ce n'est pas drôle, a dit mon père, essoufflé. Le groupe ne vient pas. La salle dit qu'il n'y a pas de traiteur. Qu'est-ce que tu as fait? Puis le troisième. Julien, tu as tout gâché, a-t-il sifflé. Répare ça ou ne prends pas la peine de rentrer à la maison. En fait, ne reviens pas du tout. J'ai failli rire de l'ironie. Après tout, c'était eux qui m'avaient dit de disparaître. J'avais simplement honoré leur demande. Pendant qu'ils paniquaient, les invités commençaient à arriver. Claire m'a raconté plus tard que quelqu'un qu'elle connaissait y était et l'avait décrit dans les moindres détails. Le parking s'est rempli de proches confus en costume et robe pastel. À l'intérieur, la salle ne sentait rien. Pas de roses, pas d'eucalyptus, pas de centre de table trempant dans l'eau. Une douzaine de tables rondes se tenaient nues, à l'exception des nappes blanches qui semblaient soudain bon marché sans bouquet. La scène au fond était vide. Pas de micro, pas d'instrument. Et le personnel de cuisine préparait un autre événement au tirement. À midi, la panique était totale. Sophie a éclaté en sanglots quand elle a réalisé qu'il n'y aurait pas de première danse. Ma mère faisait les 100 pas dans le couloir en se plaignant bruyamment à quiconque voulait l'écouter. Mon père n'arrêtait pas d'appeler les fournisseurs en exigeant des réponses qu'il ne voulait pas entendre. Et Julien, mon frère brillant et confiant, se tenait au centre de la pièce, regardant autour de lui comme si quelqu'un avait dérobé le monde sous ses pieds. Il a essayé de sauver les meubles. Il a essayé d'avoir l'air autoritaire. Tout le monde reste calme. C'est juste un malentendu. Mais les mensonges s'effondrent vite quand ils sont combinés à l'arrogance. Les invités murmuraient. Certains sont partis. Certains chuchotaient, la famille n'a pas payé ses factures?
D'autres secouaient la tête comme s'il assistait à une chute prévisible. Le témoin a tenté de commencer un discours improvisé pour distraire les gens. Sophie pleurait de plus belle. Un enfant au deuxième rang a demandé fort, « Est-ce qu'il y a au moins du gâteau ?» Il n'y en avait pas. Vers 13 heures, la coordinatrice de la salle s'est approchée de ma mère avec un dossier. Sans fournisseur présent et sans nourriture, elle a dit, « Nous allons devoir discuter des conditions d'annulation de l'événement. » Le mariage, après des mois de pression, d'exigence, d'insultes et de perfectionnisme, était officiellement terminé. Et je n'étais même pas là pour le voir. Je n'avais pas besoin de l'être. Leur voix remplissait ma messagerie comme un documentaire se déroulant en temps réel. Au milieu de tout ça, un SMS est sorti du lot. « Lucas, peu importe ce qui se passe en ce moment, j'espère que tu respires mieux. » C'était le cas. Vers le milieu de l'après-midi, je suis sortie sur le petit balcon de mon appartement. L'air était chaud, avec une touche d'été. Les voitures passaient en bas, indifférentes. Un chien aboyait. Une voisine arrosait ses plantes. La vie continuait, calme, stable, non affectée par l'effondrement du mariage de la famille Lemaire. J'ai pensé à chaque moment où j'avais été rejetée. Chaque nuit tardive passée à peaufiner les plans, chaque ricanement, chaque commentaire, chaque rappel que je valais moins qu'eux. Et puis j'ai pensé aux mots de ma mère. Le plus beau cadeau, c'est que tu disparaisses de cette famille pour toujours. Pour la première fois, la phrase ne me faisait plus mal. Elle semblait juste. Un cadeau, en effet, mais pas pour Julien, pour moi. Le soir, la boîte vocale était pleine. Certains messages étaient colériques. Certains étaient paniqués. Certains, comme le dernier de mon père, semblaient épuisés. Aucun ne s'excusait. Aucun ne demandait si j'allais bien. Tous me demandaient de réparer ce qu'ils avaient cassé. J'ai éteint mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai tapé un message que j'évitais depuis trop longtemps. Une demande à une agence immobilière à Annecy pour des appartements disponibles, un endroit que j'avais visité une fois, aimé instantanément, et où je n'avais jamais cru mériter de recommencer ma vie. Leur mariage s'était effondré. Leur héritage allait bientôt suivre. Mais pour la première fois de ma vie, je construisais enfin quelque chose pour moi-même. J'ai déménagé à Annecy 2 semaines après l'annulation du mariage. Pas dans une fuite dramatique, pas au milieu de la nuit, juste calmement avec 2 valises. Et ce genre de calme qui vient après une tempête sous laquelle vous ne vous sentez plus obligé de rester. Mon nouvel appartement n'était pas grand, mais la lumière du soleil inondait les fenêtres d'une manière que je n'avais jamais vue chez moi. C'était un endroit fait pour respirer à nouveau. Pendant que je m'installais dans ce nouveau rythme, la vie à Orléans continuait de se défaire sans moi. Lucas m'envoyait des nouvelles par petites doses, sans jamais se moquer, juste pour me faire savoir ce qui se passait maintenant que la personne qui tenait tout ensemble était partie. Les fournisseurs ont retiré leurs facilités de crédit. Les grossistes ont durci leurs conditions. Mes parents ont essayé d'intervenir au magasin, mais les systèmes que j'avais mis en place n'étaient pas magiques. Ils demandaient du soin, de la constance et de vrais efforts. Julien a essayé de prendre les commandes, mais la gestion n'était pas quelque chose qu'il pouvait simuler. En quelques semaines, l'épicerie qui avait survécu à chaque baisse et mauvaise saison s'est effondrée sous le poids de leur négligence. Ma mère et mon père ont vendu la maison peu après. J'ai vu l'annonce en ligne, une propriété confortable près de la ville. Je me demandais si les acheteurs pouvaient sentir la tension à l'intérieur de ces murs. Quant à Julien, Sophie est partie discrètement. Sa bague est revenue avec une courte note. Je ne l'ai pas célébrée. Je n'en avais pas besoin. Certaines conséquences ne nécessitent pas d'applaudissements. À Annecy, ma vie a grandi de manière petite et stable. Claire m'a accueillie comme si elle m'avait gardé une place juste pour moi. Sa boulangerie est devenue l'endroit où je rencontrais les commerçants locaux, trouvais de nouveaux clients et me rappelais ce que ça faisait d'être apprécié sans condition. Mes revenus se sont stabilisés. Mes journées avaient de nouveau une forme. J'ai trouvé un sentier de randonnée que j'aimais, un café qui connaissait ma commande, une version de moi-même que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Un matin, une lettre est arrivée. L'écriture de ma mère. Elle parlait de problèmes de santé, du besoin de m'avoir, de la famille qui doit rester unie.
Ce n'était pas des excuses. C'était une tentative de me ramener. J'ai répondu de manière courte, polie et définitive. Je lui ai souhaité bonne chance, mais je ne suis pas retournée. Guérir n'est pas la même chose que revenir. En regardant en arrière maintenant, je ne ressens ni triomphe ni amertume, juste du soulagement. Partir n'était pas la punition qu'ils imaginaient. C'était le début d'une vie qui m'appartenait enfin. Leur mariage s'est effondré, le magasin a suivi, et la version de moi qui continuait d'essayer de gagner leur amour est partie aussi. Ce qui reste est plus calme, plus fort et n'a plus peur de choisir la paix plutôt que la permission.